De 2019. Monsieur Camara, bonjour. Bonjour Monsieur Faye et merci de m'avoir invité. Je vous félicite aussi pour la qualité des prestations que nous suivons de temps en temps. Merci. Voilà, merci à vous aussi. Vous êtes le candidat de la coalition FIPOU et président du mouvement Djengou Ngir Djerigne Sénégal. Alors, Boubacar Camara, vous êtes vous êtes parti à la retraite de manière anticipée de l'inspection générale d'État du Sénégal, de même que de la poste de président du conseil d'administration de Sococim Industrie. Consultant, vous conseillez des groupes internationaux et des pays africains dans les domaines de l'énergie solaire, des hydrocarbures, du partenariat public-privé, de la douane, du commerce international et de l'investissement direct en Afrique. Votre baccalauréat en maths physique, vous l'avez eu en 1978. Vous devenez officier de marine marchande puis expert maritime. Vous avez effectué votre service militaire comme soldat de deuxième classe et matelot avant de rejoindre la douane pour commander la patrouille maritime. Vous y avez gravi des échelons, agent breveté, contrôleur et breveté de l'ENA, inspecteur des douanes. Vous êtes admis au concours de l'inspection générale d'État en 2000 comme major de votre promotion et vous avez été nommé directeur général des douanes de 2000 à 2004. Je passe sur bien des points de votre riche carrière pour en venir en définitive à cette description du journal Le Quotidien dans son numéro du 30 mai 2018. Nos confrères vous ont présenté comme un révolté. Est-ce un adverbe qui vous colle bien? Je vous remercie de cette présentation. Je pense qu'elle est fidèle. Ce que je retiens le plus, c'est mon passage dans l'armée comme soldat. Je l'ai été et je le reste, soldat au service de mon pays. Soldat un jour, soldat pour toujours. Soldat un jour, soldat pour toujours. Oui. Soldat qui a à cœur de servir. Et les différents postes, les différentes positions que j'ai occupées m'ont donné l'occasion, même si l'habit change, de rester ce même soldat. Et effectivement, l'adverbe révolté me colle bien, mais c'est une révolte qui n'est pas désordonnée, c'est une révolte consciente qui procède d'une analyse chaque fois de la situation et d'une décision prise après mûre réflexion de s'engager dans une direction donnée. Et ce qui est le cas aujourd'hui, nous sommes révoltés par le pays qui nous a été livré après 58 ans d'indépendance, après ces milliers de milliards collectés au nom du peuple. Nous avons un pays fatigué. Nous avons un pays qui peine à éduquer ses enfants, qui peine à les soigner, qui peine à les protéger, qui peine à leur donner une éducation civique, une citoyenneté indispensable pour fonder et développer une nation, un pays qui peine à nourrir sa population. Djengou Ngir Djerigne Sénégal, est-ce une manière pour vous de sonner la révolte, pour ainsi dire? En réalité, cet engagement politique résulte du fait qu'après avoir analysé toute cette situation, on s'est dit qu'il y avait le choix entre s'engager et se soumettre. Et nous avons décidé de le faire ensemble avec des patriotes pour apporter notre pierre à l'édifice, maintenant sous les habits d'un homme politique. Oui, vous vous êtes dit ce terre serait coupable, mais d'autres vous diront, mais pourquoi il s'est jeté dans cette galère qu'est la politique? Oui, vous savez, quand on veut servir son pays, on ne fait pas de calcul sur les conséquences personnelles. Parce que nous devons tout au Sénégal. Nous avons été formés à l'école publique, vous l'avez vu. Nous avons été nourris par le Sénégal, par les braves ouvriers, les braves paysans, dont nos propres parents. Et donc, nous pensons que si le pays traverse des situations inquiétantes, il appartient à ses dignes fils de se lever. Donc, on oublie nos propres personnes au détriment
de notre pays, de notre État. Voilà. Boubacar Camara, le gouvernement a reconnu par la voix du ministre de l'économie, des finances et du plan qu'il fait face à des difficultés budgétaires, malgré une croissance supérieure à 6% depuis 2014. La hausse des prix de produits pétroliers aurait plombé le budget. Cet argument est-il recevable à votre goût? Non. Et pourquoi? Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une situation extrêmement grave. En 2012, le Sénégal avait d'excellentes conditions pour réaliser des bons économiques importants. Le prix du pétrole du baril était très faible, ça tournait autour de 87 $. Le dollar était acceptable. Le pays venait de connaître une alternance avec un président élu avec 65%, un consensus autour de cette élection transparente. On a eu un climat social apaisé, une discussion avec les syndicats et une attraction et une attractivité importante de notre pays pour les investisseurs. Mais malgré tout, Abdoulaye Wade nous promettait des lendemains sans salaire si Macky était élu. Les conditions étaient tellement réunies Oui. qu'il suffisait simplement de prendre les bonnes options. Le taux d'endettement était autour de 41%. On considérait même que c'était élevé, mais en tout cas c'était soutenable. Le taux de croissance était faible, mais la marge de croissance était élevée. L'option du gouvernement a été de développer un endettement massif et un endettement accompagné de financements liés. C'est-à-dire, ce sont les entreprises des pays qui nous prêtent qui font les travaux. Ce qui met déjà de côté l'entreprise nationale. Ils ont choisi de mettre l'accent dans des secteurs qui n'étaient pas porteurs d'une croissance inclusive. On a eu une bonne croissance, mais cette croissance n'a pas raboté la pauvreté. Les secteurs les plus importants, qui devaient être les vrais moteurs de croissance, comme l'agriculture, la pêche, l'élevage, la culture, l'artisanat, n'ont pas reçu suffisamment de financement. Alors, on s'est retrouvé à progresser sur le plan économique, avec des salaires qui sortent du pays, les profits sortent, les intérêts de la dette sortent, les dividendes sortent. Donc, c'est une croissance, comme je l'appelle, une croissance miette de pain. Ce que les Sénégalais reçoivent de cette croissance, c'est des miettes de pain. Alors, le contexte commence à changer. Oui. Et ils se sont retrouvés avec le prix du baril qui remonte. Oui, à 80 $. Et ça va encore remonter parce que simplement il y a deux grands pays qui vont soit limiter leur production, soit sortir, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et donc on va toucher bientôt les 100 $. Et c'est impossible que ça n'ait pas de répercussions sur notre facture pétrolière. Il faut comprendre que nous importons ces produits pétroliers et donc nous sortons beaucoup d'argent. Nous avons donc un budget qui ne permet pas de supporter cette situation. Et pour des considérations politiques, ils ne veulent pas répercuter les prix. Ils ont décrété 2018 une année sociale. Je vais vous dire pourquoi ils ont décrété 2018 une année sociale. Ils ne peuvent pas répercuter, ils ne peuvent pas mettre en place un budget sincère. Ils gonflent les prévisions, organisent la fête autour d'un budget de 4 000, 3 000 et quelques milliards. Si tu prends l'exemple de l'année dernière, aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont collecté, sur les 3 000 et quelques milliards, ils ont collecté 1 400. Ils ont déjà dépensé 1 600, un déficit qui est là. Sans compter qu'ils n'ont pas réalisé les réformes nécessaires pour que l'effort des services qui collectent les impôts puisse permettre d'atteindre les objectifs. Ils se retrouvent non seulement avec un déficit sur les objectifs de recettes qu'ils ont, mais ils se retrouvent avec des dépenses exorbitantes par rapport aux recettes qu'ils ont déjà collectées. Alors, dans cette situation-là, on entre dans un cycle de crise structurelle. C'est pour ça que quand le ministre des Finances dit que c'est passager et qu'ils l'ont fait exprès parce qu'ils ont mis une annexe sociale, ça n'a rien à voir avec la réalité. La réalité est que ils ont mis l'accent sur une croissance qui n'était pas inclusive, qui ne rabotait pas la pauvreté. Et ils se sont rendus compte
que les larges couches de la population étaient laissées en rade. Ils ont essayé de rattraper avec des programmes comme le PUDC, comme le PUMA, etc. Et ce rattrapage a nécessité beaucoup de dépenses parce qu'ils le faisaient au début sur fonds propres du budget. Et ils se sont rendus compte que malgré ça, la pauvreté a augmenté. Les ménages sont devenus de plus en plus pauvres, 36% en général, et dans les milieux ruraux, beaucoup plus important, autour de 40 et quelques %. Et ils disent, on est obligé, à la veille des élections, de mettre beaucoup plus d'argent pour que les populations aient l'impression de bénéficier de la croissance. Donc, nous sommes dans un pays où l'État, le gouvernement, est non seulement absent, il est absent pour les préoccupations des Sénégalais, éducation, santé, etc. Mais cette situation est tenable jusqu'à combien de temps? Mais c'est ça que je suis en train de vous expliquer. L'État, le gouvernement est absent, il est paresseux parce qu'il a pris des choix de croissance basés sur l'endettement au lieu de mettre l'accent dans des secteurs porteurs pour la production et la transformation structurelle du pays. Il est également roublard parce qu'il n'y a pas de transparence dans la gestion, y compris la gestion des ressources. Donc, absent, A, paresseux, P, roublard, R. Et le tout, ça donne quoi? Ça donne un pays qui donne l'impression d'un avion sans pilote. Aujourd'hui, le président Macky Sall ne maîtrise plus rien dans ce pays. Il ne sait même pas comment ça fonctionne. Parfois, on dit que tout se passe très bien. Après, on dit on l'a fait exprès. Et après, on dit que c'est passager. Aujourd'hui, la situation est extrêmement grave. La peinture qui a été faite par le gouvernement est contraire à la réalité. Maintenant, c'est quoi la solution d'appliquer ce qu'on appelle peut-être la vérité des prix? Non, le problème, ce n'est pas de la vérité des prix. Ce n'est pas d'appliquer ou non la vérité des prix. Il faut avoir plus de dépenses. Il faut avoir moins de dépenses, plus de recettes. Et il faut transformer l'économie de sorte que on produise ici, qu'on crée des emplois et qu'on consomme ici. Mais c'est facile. Mais si l'option là n'est pas prise, si vous voulez faire votre croissance avec des moteurs qui vous amènent vers le mur, vous allez avoir une croissance pendant un temps et il suffit d'un choc exogène. Le choc exogène, justement, c'est le produit pétrolier qui est en train de monter. Oui. Ce choc exogène va nous amener à une situation où l'État ne pourra plus, malgré les discours, ne pourra plus tenir et ils vont être obligés de faire un plan d'ajustement structurel. On va revenir au plan d'ajustement structurel. On s'achemine vers le plan d'ajustement. On s'achemine de façon claire. N'eût été les élections qui approchent, ils auraient tout de suite pris les mesures. Mais ils n'oseront pas le faire parce qu'ils ont tenu un discours qui est contraire à la réalité et donc ils ne peuvent pas se retourner pour prendre ces mesures. Maintenant, faut-il s'attendre à quel type de mesures? Alors, il faut, pour le redresser, la première mesure, c'est de faire partir ce gouvernement incompétent. Ça, c'est une mesure politique et les populations doivent se rendre compte qu'on est en danger. Après, maintenant, l'équipe qui va venir doit prendre au sérieux cette situation. Mais ici et maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ici, on ne peut pas... Il y a un gap de 115 milliards à combler d'ici les 2 prochains mois. Ça, c'est rien. C'est-à-dire que les gaps de recettes et tout... Parce que ça, c'est la préoccupation des bailleurs. La préoccupation des bailleurs, c'est quoi? Tu as un endettement qui fait 60% de ton PIB. On veut que ça puisse être remboursé. Le service de la dette, chaque mois, tu dois payer une cinquantaine de milliards. Ils s'arrangent pour que tu payes. Pour que tu payes 50 milliards et quelques, il faut que tu aies des recettes. C'est ça qui les intéresse. Mais ce n'est pas ça le problème de fond. Parce que là, il suffit d'un effort des services, de faire des réformes qu'il faut, même si c'est à court terme, pour essayer de rattraper. Ce n'est pas le problème. Ça, c'est peanuts par rapport à la gravité de la situation. La gravité, c'est qu'il faut restructurer, il faut retransformer l'économie. Et pour le faire, d'abord, les dépenses. Pour pouvoir réduire les dépenses, augmenter les recettes. Augmenter les recettes, c'est avoir de nouvelles recettes. Mais pour avoir de nouvelles recettes, il faut élargir l'assiette, que les gens plus payent et plus de personnes payent, ils payent moins. Mais ça ne suffit pas. Il faut mettre l'argent dans les secteurs porteurs de croissance. L'agriculture, prenons l'exemple de l'agriculture. Avec toutes les contraintes qu'on a. On a la contrainte de l'eau, on a la contrainte de la terre et de sa fertilité, on a la contrainte du désenclavement. Il y a des zones qui ne sont pas accessibles. Il y a la contrainte de la vente du produit. Donc, l'agriculture ne peut pas nourrir entièrement l'agriculteur. Vous ne pouvez pas faire des échanges avec des prix corrects. Les prix sont très faibles, les prix des spéculations qui sont utilisées.
on ne transforme pas les produits, il n'y a pas une exploitation de la chaîne des valeurs pour partir d'un produit, par exemple de l'arachide, pour avoir de l'huile. On est exposé à des importations anarchiques de produits qui concurrencent notre entreprise. Les produits industriels, les produits d'agriculture qui peuvent être utilisés dans l'industrie ne sont pas transformés. Donc vous vous retrouvez dans une situation où l'agriculture, il n'y a pas de banque agricole, il n'y a pas suffisamment de financement. Vous n'avez pas de point de croissance important. Si vous n'avez pas de point de croissance important, mais vous ne pouvez pas nourrir votre population. Les personnes qui occupent l'économie de façon importante, c'est le secteur informel, l'artisanat. Il n'y a pas de financement. Oui. Les femmes, les jeunes, il n'y a pas de financement. Donc on est dans une économie extravertie qui ne prend pas les mesures pour changer de cap. Il faut changer de cap. Mais ceux qui ont pris ce cap, moteur à fond, ils ne peuvent pas le faire. Oui. Êtes-vous rassuré par le ministre des Finances quand il dit qu'il est possible de corriger au fur et à mesure qu'on avancera dans l'année 2019? Ça ne dépend pas de lui. Les manettes sont perdues. Il ne dirige plus rien. Ils dépendent des aléas. Mais la situation n'est pas aussi désespérée. Je vous dis que la situation est extrêmement grave. Si vous faites le tour du pays, vous voyez comment les gens vivent, comment les gens s'organisent pour avoir des montants faibles pour se nourrir tous les jours, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'externalité positive pour les populations. Ça, c'est déjà quelque chose. Ils sont habitués à laisser les populations souffrir. Ça ne les gêne pas beaucoup. Par contre, aujourd'hui, ils sont confrontés à... ils sont tombés dans leur propre jeu. Le jeu ils faisaient la toilette de leur économie et aujourd'hui, ils se rendent compte. Aujourd'hui, on parle d'aveu du ministre des Finances. Qui ne l'a pas dit? Des anciens premiers ministres l'ont dit. Tout le monde l'a dit. On a dit que le budget n'était pas sincère. Tout le monde. On a balayé tout ça d'un revers de main. Oui, mais aujourd'hui, aujourd'hui, il nous évite le syndrome grec. Le gouvernement grec qui avait menti sur l'état de ses finances, notamment sur sa dette. Là, on nous aura épargné ce syndrome-là, non? Non, mais attendez, ce n'est pas un problème de mentir ou non. Nous, on est habitués au mensonge d'État. Ici, on n'a fait que mentir. On nous parle d'un budget qui n'est jamais réalisé. On nous présente le budget qui est une prévision comme déjà une réalisation. On organise la fête autour de 4 000 milliards qui n'existent pas, qu'on n'arrive pas à mobiliser. Parce qu'on n'a pas mis les réformes qu'il faut pour les mobiliser. On n'a pas motivé les hommes pour les mobiliser. Donc, aujourd'hui, c'est le point de non-retour. On est arrivé au terminus. C'est-à-dire, c'est la faillite d'un système. Je vous dis, un gouvernement absent, un gouvernement paresseux qui a pris des choix économiques et un gouvernement roublard, manque de transparence. Et dans les choix économiques, ce qu'ils ont fait pire, ils ont pris des projets comme le terre, où ils ont mis plus de 1000 et quelques milliards sur un projet, mais dont les conséquences sur l'amélioration de la vie des populations sont minimes. Et vous mettez beaucoup d'argent et vous vous précipitez pour faire de l'inauguration. Il y a une motivation politique derrière ces projets. Ils ne peuvent pas sortir de cette situation. Ah bon? On va vers un plan d'ajustement structurel, mais heureusement qu'on est à 3 mois des élections. Et je pense, et c'est pour ça qu'ils se précipitent pour organiser justement le groupe consultatif au mois de décembre, 17 et 18 décembre, à Paris. Ils veulent organiser un groupe consultatif pour dire aux bailleurs de fonds, on fait un tour de table, vous nous mettez un financement public, ils cherchent à peu près 3 000 milliards au minimum, financement public. Bien sûr, on va dire le Sénégal a des richesses, le Sénégal est un pays stable, donc oui. Quand ils vont le pétrole et le gaz. Quand ils vont faire des engagements sur ces montants, ils vont les présenter comme de l'argent frais, alors que ça n'est pas le cas. C'est d'ailleurs pas décent. On ne peut pas à 3 mois des élections, mais à 2 mois des élections quand même, organiser un groupe consultatif pour un endettement que tu n'es pas sûr de gérer. Il faut renoncer à ce groupe consultatif. Mais on ne peut pas organiser un groupe consultatif à la veille d'élections présidentielles. Le candidat est sortant. Il ne peut pas engager... Mais ce n'est même pas sérieux. Là, c'est la responsabilité des partenaires qui est engagée aussi. Mais justement, les partenaires sont avertis. Oui. Ils sont avertis que les partenaires, l'engagement des partenaires, c'est de dire, moi, dans mon budget, je prévois tant pour le financement public au Sénégal. Alors que l'option aujourd'hui, ils ont fait le PSE en 2004, avec un financement public très élevé. 2014, oui. En février 2014. Avec un plan d'action prioritaire, 2014-2017, ils ont mis le plan d'action prioritaire
pour 3 ans jusqu'en 2019. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que du financement public. Le financement public, c'est des emplois provisoires, le temps de faire les travaux. Le financement public, c'est un endettement qu'il faut rembourser. Le financement public, t'as pas d'impôt. T'as pas d'impôt. Alors que si c'est un financement privé, l'État ne sort pas de l'argent, c'est le privé qui investit, qui crée des emplois durables et qui paye des impôts. Donc, si tu as le choix entre le financement public et le financement privé, il faut choisir le financement privé. C'est une erreur de jugement. Mais c'est des choix économiques hasardeux. C'est des choix économiques hasardeux. Et c'est ces choix-là qui ont abouti à ça. Au début, ça fait très beau de voir des chiffres, de voir les bailleurs venir. On a même emprunté des eurobonds. Des eurobonds qui sont c'est de l'argent qui traîne dans le monde pourri et avec des taux très très élevés, des taux d'intérêt très élevés et des durées de remboursement très courtes. On a même pris cet argent. On a même pris cet argent-là, alors que ce n'est même pas approprié. C'est beau au début, mais au bout de 4-5 ans, il suffit d'un choc exogène pour que le système s'écroule. Aujourd'hui, on est en train d'assister à un écroulement progressif du système. Oui, c'est dû au choc exogène, comme vous l'avez dit. Justement. Parce que dans le budget 2018, le dollar était évalué à 54%. Aujourd'hui, il est à 80%. Ouais. Il y a eu la dépréciation également du dollar. Ouais. Oui, c'est des chocs mais exogènes. On ne peut pas accuser le dollar, on ne peut pas accuser le pétrole. Oui, les cours mondiaux. Si vous savez que vous ne maîtrisez pas les cours mondiaux, il faut prendre des options économiques d'investissement pendant les périodes de vache grasse. Il faut investir dans les secteurs producteurs qui te permettent d'autonomiser les femmes, d'autonomiser les jeunes, de permettre aux artisans de travailler, de mettre du financement dans l'agriculture, de développer la pêche, de développer la culture, de développer des secteurs qui sont porteurs. Mais si vous ne faites pas ce choix économique, mais il ne faut pas accuser les autres. Et justement, aujourd'hui, l'opposition a beau jeu de surfer sur la vague. Oui, c'est de bonne guerre. On est à 3 mois de la présidentielle. Mais est-ce qu'il ne fallait pas faire de cette question une question d'intérêt national? Mais c'est justement ce qu'on a fait. Au-delà des clivages de partis, au-delà des options idéologiques. C'est d'ailleurs même pas un problème d'opposition. Franchement, c'est un problème de réalité économique qui sont là, qui sont à la limite élémentaires. Hein. C'est un problème de franchise simplement. Quand vous gouvernez, en passant votre temps à dire des choses que vous ne faites pas, vous pensez tromper les gens, mais vous finissez par vous tromper vous-même. Aujourd'hui, c'est une question d'intérêt national. Et les Sénégalais doivent être conscients du fait qu'on va vers le mur, que le schéma qui est mis en place ne marche pas. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que c'est passager. Ce n'est pas passager, parce qu'on ne maîtrise pas les facteurs. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire qu'ils l'ont fait exprès. Ils ne l'ont pas fait exprès. Ils se sont trompés. Et aujourd'hui, l'avion n'a pas de pilote. Il y a un film d'ailleurs qui s'appelle comme ça, je pense. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà la question qu'il faut se poser aux gens. Est-on en situation de banqueroute? Non, tu sais, les gros mots, moi je ne les aime pas. Banqueroute, faillite et tout. Un État a toujours cette capacité de se repositionner. Et le Sénégal est un pays stable. On a aussi des fondamentaux et on a cette richesse extraordinaire qui est là. C'est notre capital humain et on a nos ressources. Aujourd'hui, on a toutes les conditions pour se développer. Mais maintenant, il faut savoir comment on développe un pays. Et si on a élu un gouvernement, enfin, un régime qui n'est pas capable de prendre les mesures qu'il faut au bon moment, malgré les conditions favorables qu'il y avait, ce n'est pas notre faute. Oui. Alors, en tout cas, le gouvernement, et c'est une question, pourrait-il compter sur les recettes douanières? L'objectif fixé cette année au Gabelou est de 700 milliards cette année. Au mois de septembre dernier, comme l'avait déclaré le DG des douanes Oumar Diallo, la collecte était de 400 milliards. Pensez-vous qu'il est possible d'ici la fin de l'année de résolver ce gap maintenant? Non, c'est pas possible. Milliards. Non, c'est pas possible. Ah bon? L'objectif ne sera pas atteint? Non, c'est même pas un problème d'objectif à atteindre. Aujourd'hui, je pense qu'ils mettent sur le dos des services des objectifs de recettes qui ne sont pas conformes à l'activité économique. Les services, que ce soit la douane, les impôts, les services, ils ne produisent pas les richesses. Il faut que les richesses soient produites et
qu'ils puissent taxer ces richesses-là. Et au niveau de la douane, c'est jouable? Non, non. Au niveau de la douane, les réformes sont faites, les agents se mobilisent. Il y a évidemment des choses à dire, mais ce n'est pas ça le problème. L'idéal, c'est qu'il y ait de moins en moins de recettes douanières au profit des recettes qui sont tirées de la taxe sur la production au niveau des impôts et des domaines. Et qu'on puisse exploiter les niches de recettes au niveau de l'immobilier, qu'on puisse exploiter les niches de richesse au niveau des biens dont l'État dispose, donc une partie de l'immobilier, mais également qu'on puisse produire, exploiter les chaînes de valeur, partir de l'élevage, de la chair, de la peau, pour avoir un sac, pour avoir des chaussures. Mettre les gens au travail, les former, les mettre dans des conditions de travail correctes, conditions sanitaires. C'est un ensemble. Donc vous êtes formel, l'objectif de 700 milliards ne sera pas atteint. Non, je dis l'objectif du gouvernement de façon générale, en termes de recettes, aujourd'hui, n'est même pas atteint, ne sera pas atteint. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas, en septembre, collecter 1400 milliards, il vous reste 3 mois, et il vous reste la moitié, plus de la moitié de votre budget. Ce n'est pas possible. La preuve, demandez aux fournisseurs. Pourquoi les fournisseurs ne sont pas payés? Pourquoi on réajuste les budgets? Mais parce qu'on n'a plus d'argent pour les payer. Donc ce qu'on fait, on utilise des artifices, on bloque les engagements, etc. C'est un État qui est en train de partir en pièces. La seule chose que l'État sait faire, c'est prendre une hache et casser l'économie. C'est fait. L'autre hache, c'est pour casser le système électoral, pour avoir un deuxième mandat et pour pouvoir essayer de mettre en place un plan d'ajustement. Là, vous le dites pour faire peur aux Sénégalais, mais la situation n'est pas aussi dramatique que cela. Alors là, demandez aux Sénégalais qui accouchent, les femmes qui accouchent à bord des charrettes, demandez aux Sénégalais qui n'ont pas de quoi manger, demandez aux femmes qui sont obligées de décortiquer 4 bassines d'arachide pour avoir 250 francs, demandez aux jeunes qui ont leur diplôme, qui ne travaillent pas, demandez aux jeunes qui ont été envoyés dans des universités privées et qui ont été mis à la porte, demandez-leur si je leur fais peur. Ils ont déjà peur. Moi, je leur amène l'espoir. L'espoir que je leur amène, c'est que le Sénégal a besoin d'un souffle nouveau pour un avenir rayonnant. Personne ne croit plus à l'avenir au Sénégal. Tout le monde se focalise sur le présent. Il faut ce nouveau souffle. C'est ça le rêve. Le rêve que nous portons en tant que candidat de la coalition FIPOU, c'est de dire aux Sénégalais, c'est possible. Mais il faut porter plus qu'un rêve. On a besoin de quelque chose de concret. Mais ce rêve doit être accompagné d'une vision. Oui. Cette vision, c'est bâtir un Sénégal prospère. Comment? Pour bâtir un Sénégal prospère, il faut exploiter les ressources que nous avons judicieusement dans la transparence. Les exploiter, mettre à profit toutes les capacités que nous avons, le capital humain épanoui pour avoir des produits qu'on peut exporter et qu'on peut consommer. C'est ça qu'il faut. Donc nous ne faisons pas peur, nous amenons l'espoir, le vrai espoir. C'est possible, mais la condition c'est quoi? La condition c'est que le pays soit gouverné par des gens qui savent faire et qui sont dans des dispositions pour mettre de l'avant l'intérêt général. Pour mettre de l'avant, j'aime bien cette formule, la patrie avant le parti. C'est ce que se fait, non? C'est le contraire qui se fait aujourd'hui. Vous avez vu ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que vous avez assisté à la façon dont les ressources naturelles sont gérées? Vous vous levez un beau matin, récemment, le fer de la Falémé. Ils avaient pris la décision de signer un contrat. Oui, mais ils ne l'ont pas fait. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a eu la pression de l'opposition. Ils ont invoqué un problème de calendrier. Ce n'est pas un problème de calendrier. Oui. Ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils vont le faire. Ils ont déjà fait un MOU, ils ont négocié et ils allaient le faire à 3 mois des élections. Vous signez un contrat qui engage le pays sur 20-30 ans et les générations futures et la transformation industrielle alors qu'on a les richesses, on a l'énergie qu'il faut et la transparence. Attendez, monsieur, n'attendons pas d'atteindre un niveau catastrophique pour nous mobiliser. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons reçu suffisamment de coups qu'il faut se ressaisir. Oui, mais je le disais tout à l'heure, est-ce que Macky Sall n'a pas au moins
l'argument de la lourdeur de l'héritage. Parce qu'entre les deux tours, Abdoulaye Wade nous promettait des lendemains sans salaire si Macky Sall était élu président. Mais je vous ai parlé de l'héritage. Il est lourd à porter. Non, le président Macky Sall est venu avec des conditions idéales pour faire d'excellentes choses. Je vous l'ai rappelé. Un taux d'endettement de 41%. Le taux de croissance était de moins de 2%. Oui, mais c'est pas en 2012. Aujourd'hui, il est à 7,2%. Ce n'est pas ça qui est important. C'est la qualité de la croissance qui est importante. C'est la qualité de la croissance. C'est l'orientation qui a été prise qui est mauvaise. Il lui fallait, par exemple, un projet comme le TER, parce que peut-être il a reçu des critiques du genre, vous n'avez pas de projet, vous êtes en train de peindre, vous ne pouvez même pas peindre les projets de Wade. Il est allé chercher son TER, sans négociation. Dans un pays comme le Sénégal, on ne doit pas engager un projet de grande envergure sans une concertation nationale. Il faut que l'Assemblée soit associée, il faut que les partis, les forces vives de la nation soient associées. Mais s'il doit passer tout son temps à consulter, il ne réalisera rien du tout. Ah, si. Il doit consulter. Sur les projets importants, il faut consulter les Sénégalais. Ça ne prend pas de temps. Mais consulter une opposition qui passe tout son temps à boycotter. Je vous dis, l'opposition passe tout son temps à combattre pour que les choses se passent dans les règles de l'art. Cette façon de stigmatiser l'opposition, ça ne marche pas. Parce que ceux qui sont dans l'opposition au Sénégal, il y a deux catégories. Il y en a qui ont déjà été au pouvoir, qui ont vu, qui ont été sanctionnés, qui sont revenus dans l'opposition et qui veulent faire mieux. Il y en a qui ont été dans le pouvoir, dans le système étatique, comme des fonctionnaires, comme des technocrates comme nous, les technopolitiques, qui savent comment ça se passe, qui sont dans l'opposition parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à la situation. Il y en a qui viennent d'arriver, qui n'ont jamais été dans la politique, qui ont été écœurés. Il y en a même au niveau du pouvoir, des gens qui sont du parti au pouvoir ou bien de la coalition, qui ne se retrouvent pas dans ce système, qui n'arrivent pas à comprendre comment on en est arrivé là, malgré tout l'espoir qu'ils avaient au début. Au niveau de l'APR, au niveau de l'ensemble de ces partis, il y a d'honnêtes militants qui se sont battus pour faire partir Wade, pour changer la situation. Aujourd'hui, ils se sont retrouvés dans une situation qu'ils ne peuvent même plus expliquer. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème de parti. Je vous dis, le Sénégal, il n'y a plus de problème de parti. Il faut que les citoyens, les patriotes, se mobilisent pour avoir un projet. Ce que FIPO a essayé de faire, un programme, une équipe, un candidat. Ou plusieurs candidats, en tout cas des candidats crédibles pour changer la situation. Et il ne sera pas question de faire une alternance, simplement, il faut une alternative avec un choix et des mesures discutées, acceptées. Pour que l'éducation, par exemple, l'éducation qui est importante, puisse être financée par l'État et entièrement. Que plus aucun parent ne dépense aucun franc pour l'éducation de ses enfants. C'est possible. Le budget, 42% du budget. Tu ne peux pas le tirer du budget, justement. 42% du budget alloué à l'éducation. Je vous dis, mais quand vous prenez ces montants, vous mettez tout dedans, c'est la catastrophe. Ça ne signifie absolument rien. Il faut aller chercher les ressources qu'il faut, trouver de l'argent à partir des ressources que vous avez et financer l'éducation. Aujourd'hui, il y a une privatisation de l'éducation, de la santé et de la sécurité. Oui, mais l'enseignement est cher partout dans le monde. Justement, non, les parents, ils prennent l'essentiel de l'éducation. Tout. L'État, service minimum. Le savoir a un prix aussi. Non, le prix doit être payé par l'État. C'est une mission régalienne de l'État de pourvoir à l'éducation de ses citoyens. Ça, c'est élémentaire. Deuxièmement, la santé. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien l'État dépense par Sénégalais et par an? 9 000 et quelques. 9 000 et quelques. C'est dérisoire, ça? C'est dérisoire. La moyenne OCDE, c'est 1 500 000. Dans les pays africains, si tu prends l'Afrique du Sud, c'est 300 000 par an. Donc, aujourd'hui, on peut arriver à 50 000 francs par an. Faire en sorte que, parce que cette faiblesse des dépenses dans la santé, vous voyez les conséquences, vous allez dans les hôpitaux, vous manquez de gants, vous manquez de seringues, vous manquez de tout. Et ça, c'est répercuté sur les populations. Et c'est répercuté sur les familles. Aujourd'hui, les budgets des familles sont bouffés par l'éducation, la santé, le loyer et les parents et les grands-parents qui sont malades. Le budget de l'État non plus n'est pas extensible à souhait. Mais le budget de l'État n'est pas élastique. Vous avez raison. Oui. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que l'ensemble des dépenses essentielles qui doivent être supportées par l'État le soient d'abord. Il ne faut pas laisser aux parents tout, le transport des enfants, les inscriptions, tout. Et ensuite, ne parlons pas du système éducatif, le contenu, ne parlons pas de la façon humiliante dont on traite les enseignants aujourd'hui. Ne parlons pas de ça. Ne parlons pas de la recherche
qui est un parent pauvre de l'éducation. Donc, si vous n'avez pas un capital humain qui est bien formé, vous ne pouvez pas faire un développement. Même vos richesses, vous allez les laisser aux compagnies étrangères qui vont les prendre. Ça, c'est la santé, c'est la même chose. Vous voyez un peu les infrastructures de santé dans les régions. Vous y êtes allé, vous avez vu les kilomètres qu'il faut faire, vous avez vu combien de personnes décèdent. Après, vous avez la sécurité. Aujourd'hui, récemment, c'est avant-hier, un de nos militants qui est à Goudomp, mais a été tué, vol de bétail. Ils l'ont trouvé autour de son troupeau. Ils l'ont abattu sèchement. Insécurité partout. Vous sortez ici, les agressions dans les quartiers autour des événements, les frontières d'une porosité extraordinaire. C'est une mission de l'État. On ne peut pas demander aux gens de cotiser pour surveiller leur quartier. Et c'est ça qui se fait. Donc tout cet argent qui sort de la poche du citoyen casse la famille. Il faut récupérer ce dividende familial-là pour que les familles puissent respirer, avoir ce nouveau souffle pour croire en demain. C'est ça qu'il faut. Faire en sorte que le parent, le vieux travailleur, à la retraite, il va aller chercher la dépense quotidienne. Il faut lui assurer un minimum vieillesse. Ce dividende familial permettra aux familles de revivre. Oui, les pensions de retraite ont été augmentées Mais récemment. je vous dis, Oui. c'est ça que je vous dis. C'est peanuts par rapport à la mission régalienne de l'État. Oui, mais c'est déjà pas mal. Je vous dis, Dans d'autres pays, c'est des ça, réductions de pension. C'est la stratégie une mousse. Vous prenez une petite mesure qui est très bien, Une mesurette. Oui. et vous en faites un monde. Oui, parce que la tendance ailleurs, c'est à la baisse. Mais justement, cette mesure, comparée aux besoins et aux réalités et à la mission de l'État, c'est rien du tout. C'est une façon de tromper les gens. C'est ce que j'appelle d'ailleurs en bon wolof, ils font du toufkani. Hein? Ils font du toufkani. Ils font en sorte que ils t'aveuglent quoi, en te faisant croire à des choses. Donc, il faut, si l'État travaille sérieusement, il assure ça. Tu assures l'éducation, la santé, tu assures la sécurité. Mais peut-on tout mettre sous le dos de l'État? Mais je vous dis, il y a des missions de l'État, ce n'est pas tout qu'il faut mettre sous le dos de l'État. Les missions de l'État, il faut les gérer. Ensuite, il vous reste la justice et l'administration. Là, c'est la politisation, vous avez vu, c'est extraordinaire. Et maintenant, le reste, vous mettez l'investissement, vous réunissez les conditions pour que l'entreprise nationale puisse avoir des marchés travaillés, vous réunissez les conditions pour que l'agriculteur puisse vivre de son travail, que l'éleveur en fasse de même, que l'artisan en fasse de même. Et là, on a une économie qui marche. Et l'État n'a pas besoin d'intervenir dans ces secteurs, sauf à organiser un environnement des affaires qui puisse attirer l'investissement privé. Nous avons vu ça dans beaucoup de pays qui étaient tombés, qui sortaient d'une guerre. Vous avez vu la Côte d'Ivoire qui sortait d'une guerre. Moi, j'ai travaillé là-bas sur ces questions-là. Vous avez vu le Rwanda qui sortait d'une guerre. Il y a des mesures à prendre. Il y a une façon de faire si on veut réellement organiser un pays. On n'improvise pas quand on veut organiser un pays. Il faut organiser des schémas, en discuter, utiliser toutes les possibilités qu'il y a, toutes les potentialités de notre pays. Oui, il n'y a pas d'improvisation possible ici. Le plan Sénégal émergent a été un plan mûrement réfléchi, qui nous aura coûté 2,5 milliards par le cabinet. Vous imaginez ça, vous imaginez ça. Alors, vous voyez, le plan Sénégal émergent, c'est 2014. Entre 2012 et 2014, on a eu quoi? On a eu Yokoté. Mais c'était rien, justement. C'était rien. C'est pour ça qu'on a pensé à un plan. On met un plan en disant, on fait 27 réformes, 17 projets. Mais ils n'ont pas fait les réformes. Et c'est les réformes qui peuvent permettre au projet d'être bien implanté. Et vous trouvez le financement public, comme je dis, à la place du financement privé. Il augmente l'endettement, tu as une croissance avec un endettement massif, tu te retrouves à genoux, tu fais la fête jusqu'à ce que tu te rappelles que tu ne maîtrises pas le dollar, tu ne maîtrises pas le produit, le prix. Les cours mondiaux. Et puis tu te dis, voilà, je l'avais fait exprès, monsieur. C'est parce que cette année, c'est l'année sociale. C'est pour ça que je ne voulais pas que les populations... C'est comme si tout est là, et tu mets des budgets gonflés. Je pense qu'il y a trop de cinéma. Le budget 4061 milliards.
Allez voir la loi de règlement dans quelques années, vous vous rendrez compte qu'ils n'ont jamais mobilisé ce montant. C'est du cinéma. Il faut être sérieux quand on dirige un pays. Diriger un pays ou faire la politique, c'est du sérieux. Comme disait l'autre, je pense que c'est Clausewitz, la guerre est trop importante pour qu'on la laisse entre les mains des militaires. La politique est trop importante pour qu'on la laisse entre les mains des politiciens, de la politique politicienne. Il faut avoir un projet de société, se donner les moyens de réaliser ce projet de société, négocier à mémoire égale et se positionner à travers le monde. Ce qui n'est pas fait, on n'a pas de projet de société au Sénégal. Mais après avoir peint un tableau sombre de la situation, quels sont les autres principaux axes de votre programme que vous soumettrez aux Sénégalais? Alors nous, on va d'abord mettre l'accent sur le fait que le Sénégal a tout pour se développer, nos ressources. Un nouveau cadre rénové sera mis en place pour l'aliénation des ressources. À partir de ce nouveau cadre, on lèvera les fonds qu'il faut pour soutenir les secteurs qui sont considérés comme devant revenir exclusivement à l'État. L'éducation, la santé, la sécurité, la justice, l'administration, y compris la citoyenneté. Ça, vous mettez l'accent dessus. Dans l'administration, vous mettrez les réformes qu'il faut avec un appel à candidature pour les postes, etc. Dans la justice, la politique s'arrêtera à la porte du palais. Vous mettrez les conditions qu'il faut. Vous ne serez pas le président du Conseil supérieur de la magistrature? Non, pas du tout. Ni un président de parti. Un président de la République ne peut pas être président de parti. Donc, vous organisez ça. Vous avez vu comment on va faire là? Un. Et deuxièmement, vous changez les moteurs de croissance. Ça ne se fera pas du tac au tac. Non. Vous avez un endettement qu'il faut pouvoir gérer. Et là, il faudra faire en sorte que les moteurs de croissance changent, se substituent aux moteurs actuels progressivement, avec la dette qu'on va réduire, l'investissement qu'on va mettre, la renégociation qu'ils vont faire de certaines possibilités de protéger notre économie. Là, c'est un aspect. Vous le faites, maintenant, il faut de l'argent frais. Cet argent frais, il faut faire les réformes nécessaires pour utiliser les possibilités qu'on a dans l'économie, les niches de recettes que vous avez, les niches dans l'immobilier, l'élargissement de l'assiette, avec des réformes qu'il faut, qui sont adéquates, l'automatisation qui permet de rendre plus fluide l'économie, les réformes, les PME et les PMI, l'utilisation en accord avec les membres, les Sénégalais qui sont à l'extérieur, la diaspora, qui mettent au moins 800 milliards par an. Cet argent-là doit servir au développement de ce pays. Donc partout où vous pouvez avoir des recettes, partout où vous pouvez avoir des niches pour insuffler de l'argent fait dans l'économie, vous le faites, sans endettement. Et maintenant, les dépenses, vous les réduisez. Ce train de vie de l'État, vous avez vu là, les ministères, combien ça nous coûte? Vous avez vu les véhicules? C'est ce qu'il a fait, le président Macky Sall, à son arrivée. Il a supprimé des dizaines d'agences. Mais vous avez vu ce qui s'est passé après? Est-ce que vous suivez l'évolution? On a commencé par 25 ministres. Vous voyez ce qui est en train de se passer? Vous avez les institutions qui sont mises en place, au conseil, etc. C'est ça la technique du gouvernement actuel, c'est ça. Ils disent une chose, parce que la meilleure façon de cacher son mal, c'est de crier contre ce mal. Ils crient contre le mal en disant qu'il y a trop d'agences, il y a ceci, mais au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que tout revient. On est revenu à la case départ. Donc, au niveau des dépenses, vous faites les coupes qu'il faut, rationnelles, et vous faites fonctionner l'État dans la droiture, dans la justice et la transparence. Et quelle place occuperont ces ressources nouvellement découvertes, le pétrole et le gaz, dans votre programme? Voilà, alors, ces ressources devront permettre, de lever des fonds pour investir dans les secteurs comme l'éducation, la santé, etc. Permettront de faire les infrastructures. Et justement, tu ne vas plus t'endetter pour les infrastructures si tu as suffisamment de ressources. Tu as de l'or, tu as du zircon. Avec ça, le produit doit permettre de faire des infrastructures au lieu d'aller t'endetter. Tu ne peux pas être assis sur de l'or et aller quémander du cuivre. C'est ça qu'on est en train de faire. C'est contre nature. Donc, ça servira à ça. Et ça servira aussi à réserver une partie aux générations futures. Les générations futures, il faut leur réserver une part de ces ressources pour que demain, ils puissent en bénéficier. Et enfin, ça doit permettre au moins deux choses simples,
la transformation industrielle avec la création d'emplois, aider les populations à avoir de l'irrigation, de l'eau pour booster l'agriculture, aider à avoir des industries de sidérurgie, des industries des raffineries d'or, etc., des raffineries de pétrole, et ensuite faire une substitution à l'importation. Si tu prends le fer, on importe 1 million de tonnes par an, mais si tu as une capacité de 10 millions de tonnes, tu n'importes plus, donc tu ne sors plus de devises. Tu as une capacité qui te permet de renégocier maintenant tous les autres agrégats. Oui. Voilà un peu comment nous pensons pouvoir le faire, et nous savons que c'est possible. Il faut simplement éviter de nous laisser entraîner dans le discours trompeur qui est développé par ce gouvernement absent, par ce gouvernement paresseux et par ce gouvernement roublard. Oui, il reste moins de 10 minutes. Nous allons rapidement évoquer les questions d'actualité. L'actualité, c'est d'abord le fichier électoral. Le gouvernement a mis en ligne donc le fichier cette semaine. Est-ce un gage de bonne foi de sa part? Alors, je vais vous raconter l'histoire de ce fichier électoral. Le Sénégal a connu des moments extrêmement difficiles d'irrégularité. Il y a des moments où on votait sans pièce d'identité. Il y a des moments où on votait sans isoloir. Un moment où on votait sans pouvoir émarger. On votait sans encre indélébile. Où les gens, il y avait de multiples votes. Où on a voté avec des ordonnances. Les hommes politiques sénégalais, ce qui fait d'ailleurs le mérite des hommes politiques, se sont battus pour arriver à un système correct. En 1998, avec la commission de Feu Kebambaye. 2000, il y a eu alternance. Ce même système a fonctionné 2012, seconde alternance. Maintenant, depuis l'arrivée du président Macky Sall... C'est ce même qui peut fonctionner également pour 2019. Non, justement. Aujourd'hui, au Sénégal, il faut en être conscient, on a un nouveau système électoral. Complètement différent du système qui était là en 2012. Et petit à petit, pièce par pièce, le président Macky Sall a mis en place un nouveau système, seul, sans consensus, de nouvelles cartes. Seul, sous prétexte CEDEAO, oui. Des cartes qui ne sont même pas distribuées. Un recul de nouvelles cartes. Seul. On a mis un fichier qui n'est pas accessible. Ce qu'ils ont mis en ligne, c'est la possibilité pour l'électeur de voir s'il est inscrit ou non. Le fichier, c'est l'ensemble du dispositif avec les listes et tout, la possibilité d'identifier, de faire les vérifications nécessaires avec les différentes entrées. L'entrée de la CEDEAO. Non, ça attendez. Va se faire après le Gamou. De toute façon, ce n'est pas après le Gamou. L'opposition sera attendez, ce n'est pas par le directeur de la DAF. Ce n'est pas après le Gamou. C'est sous la pression du Front de résistance nationale qu'ils ont fait ça. Moi, je fais partie du Front de résistance nationale. Donc, l'article L48 du Code électoral est clair. Les partis régulièrement constitués ont accès au fichier de façon permanente. On ne doit même pas attendre qu'on le demande. Ils ont instauré un parrainage. Ce parrainage demande un pourcentage de ce fichier, 0,8 à 1% de ce fichier. Pour les candidats à la candidature, on doit mettre à leur disposition le fichier. Ça n'a pas été fait. Donc, je suis en train de vous énumérer le fichier. Il a mis le parrainage, seul, les conditions dans lesquelles ça a été voté, conçu seul leur fiche, avec des achats de signatures, un nouveau système qui n'existait pas. Oui, vous en êtes convaincu? Convaincu, on a vu, ils n'ont qu'à porter plainte pour ça. On va vous sortir toutes les preuves sur ça. Les bureaux de vote. On met des bureaux de vote que personne ne connaît, des bureaux de vote fictifs. Lors des législatives, vous avez vu, il y a une contradiction entre les chiffres des bureaux de vote qui ont été dans les commissions et les bureaux de vote au niveau de la Cour d'appel. Les bureaux de vote. Personne ne sait. Comment pouvez-vous concevoir qu'un Sénégalais qui se réveille pour aller voter, il ne sait même pas où est-ce qu'il doit aller. Vous venez à votre bureau de vote habituel, on vous dit non, ce n'est pas ici. Et tu es obligé d'aller chercher. Ça, c'est une nouveauté. Le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Son objectif, c'est quoi? Réélire le président au premier tour. Il organise les élections. Juge est parti. Alors que faites-vous des techniciens qui l'entourent? Je vous dis, la centralité de la DAF, c'est une erreur monumentale. La DAF maîtrise le fichier et édite les cartes en même temps. Ça veut dire que tu peux créer un autre fichier même derrière, faire ce que tu veux. On parle de l'existence de 3 fichiers. Mais 3, il peut y en avoir plus. Quel crédit donnez-vous à cette accusation? Absolument possible. Parce qu'on n'a pas de fichier, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est la DAF qui fait tout, la centralité de la DAF, en dehors de tout contrôle. La distribution des cartes, c'est un nouveau système qui a été mis en place. Vous avez vu ça?
CNRA, pour la radio, pour il y a des émissions qui sont prévues par la loi qui ne sont même pas organisées par l'État. Où l'opposition doit... L'accès à l'opposition, des émissions de l'opposition. Je pense que vous pensez que je peux avoir ça à point de vue? Peut-être que pour vous défier, ils peuvent m'inviter. Point de vue, vous donnez à un opposant qui a la possibilité de se défendre. Accaparement des médias d'État, qui sont nos impôts. Sans compter, c'est là, on laisse dans une situation où des gens qui doivent être remplacés... Situation qui n'est pas nouvelle. Hein. Mais attendez, la liste des membres, aujourd'hui, on est en train de nommer, il y a un mouvement territorial, on est en train de nommer des gens au niveau... Après, on va les mettre dans les bureaux de vote. Il faut qu'on puisse avoir la liste pour pouvoir contester qui est dans les bureaux de vote, etc. Alors, vous convoquez tous ces faits-là pour nous dire quoi en définitive? Justement, que les dés sont publiés déjà. Les ordres de mission, les ordres de mission, la gestion des résultats, le système de convoyage, de ramassage des cartes. Donc, je vous ai dit, pièce par pièce, le président Macky Sall a cassé le système qu'il a trouvé. Il a fini de mettre un nouveau système qui peut lui permettre de faire ce qu'il veut. Et c'est ça que l'opposition n'acceptera pas. Il n'y a pas de transparence. Il y a un nouveau système qui a été fait sous le dos du peuple sénégalais. Et tout ça, c'est pour avoir un second mandat. Oui. Et c'est ça la réalité. C'est une réalité. Je n'invente rien. C'est une obsession de sa part, le second mandat. Ils ont même organisé des transferts d'électeurs en disant, vous pouvez aller changer de bureau de vote comme vous voulez. Vous votez dans votre quartier. S'il y a un changement, mais les gens, ils peuvent déménager par centaines de milliers. Ça n'est pas possible. C'est pour aller compenser là où ils sont faibles. C'est un nouveau dispositif qui a été mis en place par un régime seul, sans consensus. Oui. Avec la frustration des gens qui n'ont même pas leur carte. Mais l'opposition sera-t-elle capable d'opposer au pouvoir un rapport de force? Mais bien Parce que sûr, jusque-là, la balance, ne vous en faites pas. Vous avez vu du pouvoir. Non, la balance ne... L'opposition a perdu tous les rapports de force depuis l'avènement de Macky Sall. Aujourd'hui, l'opposition vient d'avoir une grande victoire sur le fichier. Sur l'accès au fichier, grande victoire. On aura d'autres grandes victoires et nous ne l'accepterons pas, ne vous en faites pas. Oui, sur l'affaire Karim Wade et Khalifa Sall, rapidement, le président, chez nos confrères de France 24, n'exclut pas l'idée d'une amnistie, mais à condition qu'il ait un second mandat. Vous avez été directeur de cabinet du ministre de Karim Wade. Non, j'étais le secrétaire général de son ministère. Oui, pardon. Sur le plan politique, je vous dis, déjà, je considère qu'un président de la République ne doit pas se prononcer, surtout à l'étranger, sur des dossiers pendant en justice. Je pense que ça, c'est un problème de culture étatique qu'il faut améliorer. Je pense que ça, c'est important. Il faut incarner de façon sérieuse la mission qu'un peuple vous a confiée. C'est très important quand tout le monde dit que c'est vous, à vous qu'on a donné les destinées de notre pays. Dans le dossier de Karim Wade, comme dans le dossier de Khalifa Sall, je l'ai toujours dit, c'est des procès politiques. Aujourd'hui, le problème qu'ils ont avec le dossier de Karim Wade, c'est qu'avec la condamnation de la CREI, ils peuvent recouvrer aucun franc dans aucun pays du monde. Parce que le schéma, la juridiction ne répond pas aux normes internationales sur le double degré de juridiction, sur le procès équitable. Ça n'est pas possible. Et deuxièmement, ils mettent de l'avant des mesures pour empêcher Karim Wade de se présenter. Ce ne sont pas des décisions administratives. C'est trop important, le fait d'aller voter. Non, c'est un problème. C'est trop important. Ce n'est pas possible. Pour Khalifa Sall, c'est exactement la même chose. Ils ont dit qu'il avait détourné de l'argent. Sur la base du détournement, ils l'ont mis en prison. À la fin, le juge a dit qu'il n'y a pas de détournement. Est-ce que reconnu sur deniers publics? Mais attendez, c'est le détournement qui a justifié qu'il puisse le garder en prison, parce que c'est obligatoire en cas de détournement de deniers publics, sauf remboursement ou caution. Vous avez vu? Deuxièmement, ils ont dit qu'il n'avait pas d'immunité parlementaire quand il est devenu député. Et après, ils ont levé l'immunité parlementaire. La justice communautaire, dans les deux dossiers, s'est prononcée en disant qu'il y a eu la violation de la procédure. La conséquence, c'est l'annulation et la révision de ces procès. On ne doit pas attendre qu'une commission des Nations Unies nous le dise. Le Sénégal ne doit pas attendre. Révisons ces procès, qu'on sache ce qui s'est passé exactement. Et l'amnistie, qu'est-ce que vous en pensez? Mais quand un président de la République parle d'amnistie, je ne pense pas qu'il ait parlé d'amnistie quand même.
Parce que l'amnistie... Il a parlé de tourner la page, attendez, amnistier. l'amnistie est du ressort du Parlement. Oui. Ça montre qu'il n'y a même pas de séparation de pouvoir. Mais il peut saisir sa majorité à l'Assemblée. Non mais attendez, un président de la République ne peut pas parler d'amnistie. Ne peut pas parler d'amnistie. Ça n'est pas possible. On ne peut pas négocier ces questions-là. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est laisser la justice librement décider. Dans les règles de l'art, garantir aux prévenus, ou en tout cas des personnes qui sont poursuivies, on leur garantit tous les droits de la défense. Vous parlez de négociation. Vous pensez qu'il y a une négociation? Non, moi je ne parle pas de négociation. Hein. Je ne parle pas de négociation. Je dis ce qu'il faut faire, c'est laisser la justice faire son travail. D'accord. Maintenant, politiquement, quand quelqu'un te dit je veux tourner la page après les élections, mais après les élections, il n'aura plus de page à tourner parce qu'il ne sera plus là. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci Boubacar Camara, ancien directeur des douanes et candidat de la coalition FIPOU. Vous êtes aussi le président du mouvement Djengou, Ngir Djerigne Sénégal. Cela a été un immense plaisir pour nous vraiment de vous avoir reçu sur ce plateau. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité encore une fois et à tout bientôt. Merci bien. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.